Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir Éric Bénard, réalisateur de Bonsoir. C'est bien ça. C'est bien, c'est agréable. Petite salle du dimanche soir. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par une petite question avant que, comme ça vous laisse le temps de vous remettre de ce film que moi j'ai énormément apprécié, comme j'en parlais avec vous, Eric. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Moi, j'ai été touché par votre manière de filmer la nature, très propre, très léchée, que j'avais retrouvé que j'ai retrouvé ici, ce que j'avais retrouvé dans Délicieux. C'est un traitement vraiment de l'image qui me semble vous tient énormément à cœur. Vous êtes vraiment là pour faire du cinéma qui dure, et vous avez un maître en la matière, je crois. Non, oui, non. On va dire que on vit dans une époque où on est sous une douche d'images permanentes. Il y a des centaines de chaînes, les gens regardent des images sur les téléphones, et les moyens techniques permettent de faire des images très facilement. Donc c'est vrai que ma démarche n'est pas tout à fait celle-là, et que je viens du cinéma, et que j'essaye de faire des images qui fait que quand vous tombez dessus, elle ne ressemble pas à celle d'à côté. Je ne prétends pas qu'elle soit mieux, je dis juste qu'elle a une identité. Alors cette image-là, elle est empruntée, on va dire, elle est empruntée au western. C'est une image en scope, c'est une image en scope anamorphique. Donc voilà, c'est plus contraignant. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire quand vous faites ça, mais par contre, que ce soit les paysages ou que ce soit les gros plans sur les acteurs, vous avez un rendu qui n'est pas tout à fait le même. Donc ça influe sur votre façon de filmer. C'est très reconnaissable. En tout cas, moi, je trouve que les gens ont vu Délicieux, mais on est là pour parler d'éducation aussi un peu. Est-ce que les gens ont des questions sur ce que vous venez de voir, ou n'hésitez pas à lever la main, monsieur. Est-ce que, c'est bon, le micro. Est-ce que, bon, je ne sais pas lu du tout, mais est-ce que le film est tiré d'un livre, ou c'est de la pure fiction? C'est un travail. Non, c'est de la fiction, et le personnage n'a jamais existé, et c'est une pure fiction que j'ai écrite, en effet. D'abord, moi j'aime les héros anonymes. Je ne suis pas très intéressé par écrire la vie de Clémenceau, de Gaulle ou qui vous voulez. Pour des raisons très simples, c'est que ça va me ligoter, parce que le réel va me lier les mains. Et j'ai eu l'occasion, beaucoup plus jeune, de travailler sur la vie de Rimbaud. Et quand vous travaillez sur la vie de Rimbaud, je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle est capable de me dire pourquoi il a arrêté d'écrire à 18 ans. Personne ne le sait. Donc je peux y avoir une hypothèse, mais ça ne sera certainement pas la bonne. Son père était traducteur d'arabe, sa mère était obsédée par l'argent, tout ce que vous voulez, mais on ne le sait pas. Donc ça m'a donné une leçon à l'époque en disant il faut mieux être libre. Et puis après, politiquement, philosophiquement, je trouve beaucoup plus agréable de parler de héros anonymes qui portent des idées, plutôt que de... Je préfère l'aéropostale à Mermoz, si vous voulez. Voilà, parce que c'est rendre hommage aussi à tous les anonymes, tous les mécanos, tout ce que vous voulez. Donc là, je voulais raconter l'histoire d'une institutrice, et donc c'était bien de créer un personnage qui soit un étendard, entre guillemets, un oriflamme de l'éducation nationale. Voilà, à l'origine de ce film, comme pour Délicieux, sont des films qui viennent je parlais de western tout à l'heure, d'interrogations sur qui nous sommes, quel est notre ADN. Délicieux, c'était sur le XVIIIe siècle et sur le siècle des Lumières, et j'ai découvert que c'était la création du premier restaurant, donc j'ai raconté la création d'un des premiers restaurants. Et là, je voulais faire un film 100 ans plus tard, et 100 ans plus tard, c'est la Troisième République. Et la Troisième République, la problématique majeure, c'est l'éducation. Et en commençant à chercher, tout comme j'avais trouvé la création du restaurant, je suis tombé sur une information qui m'a lancé, qui était le fait que les premières femmes sont sorties de l'école normale en 1886. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai une femme dans un monde d'hommes, j'ai une progressiste dans un monde de propriété. Je vais pouvoir faire se rencontrer
la terre de Zola, si vous voulez, et la République. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que bien sûr, ce film n'a de sens que par rapport à l'actualité. Et ça, on peut prendre un certain nombre de problématiques. C'est pour ça que je le fais. Mais je crois que c'est des rencontres. C'est des rencontres entre des mouvements, ce qu'on appelait sous la Restauration la résistance et le mouvement, le progrès et le conservatisme. C'est parce qu'ils dialoguent qu'il se passe quelque chose. En l'occurrence, qu'on crée l'école. Je vois des enfants là, j'ai envie de leur dire, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'école, ce n'est pas un fait naturel. Pour vous, c'est une obligation d'aller à l'école. Et il y a 200 ans, ça n'existait pas. Non seulement le bâtiment n'existait pas, c'est pas tout de l'idée, il faut créer le bâtiment, comment on le construit, mais aussi les gens reproduisaient, les gens avaient le même métier que leurs parents, restaient chez eux, travaillaient. Là, d'un seul coup, chaque personne décide de confier ce qu'il a de plus cher, à savoir ses propres enfants, à la collectivité. C'est-à-dire que ce geste-là est un geste de création de collectivité, de création nationale, quelle que soit la nation en question, qui est dingue. Si on y réfléchit, c'est fou. C'est même plus fort que les impôts eux-mêmes en acte de solidarité. Qu'est-ce qu'on a de plus cher que nos enfants? Donc c'est ça qui m'intéressait, et qui est complètement oublié, si vous voulez, pour toutes les raisons qu'on connaît dans l'actualité, mais c'est quelque chose auquel on ne réfléchit même plus, que c'est ça. C'est cette rencontre sociale, ce brassage, et cet acte de chaque individu de confier ses enfants au groupe, j'ai envie de dire au groupe, comme vous pouvez appeler, en France on dirait la République, mais on pourrait dire la nation, on pourrait dire la collectivité, voilà. Bonjour, je vous aurais une simple question, parce que quand j'ai lu votre synopsis, ça m'a évidemment fait penser à des œuvres, notamment Pagnol, et dans les œuvres de Pagnol, l'instituteur, qui représente assez souvent, s'oppose plutôt au curé. Et là, le curé, il est au mieux absent, et à la fin, plutôt en allié même vis-à-vis de l'institutrice, et les contraintes qui s'opposaient sont plutôt matérielles et viennent du groupe social en lui-même du village. Et j'aimerais savoir pourquoi ce choix-là d'avoir des contraintes plus matérielles comme les sous ou l'amour que simplement idéal comme la religion. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait de méchants dans ce film. Je voulais que tout le monde ait raison. Je pense que les paysans ont autant raison qu'elle. Ils ont raison parce que ce que dit Gadebois, le maire, c'est vrai. C'est vrai que l'école a été née parce qu'on a perdu en 1870 et qu'on n'avait pas d'officiers et de sous-officiers et qu'on voulait créer de la chair à canon. C'est la vérité historique, et créer des fonctionnaires pour avoir une société un peu plus moderne. Et il n'empêche que l'école est avant tout magnifique, mais ça c'est vrai. Et que l'exode rural allait saigner les campagnes. Il a raison quand il le dit. Quant au curé, si je faisais donc Camillo avec un curé qui s'opposait à l'institutrice, je me retrouvais avec une problématique où je risquais d'être caricatural. Or, on est à un moment historique où il y a, après le Vatican I, etc., on s'en fout, mais on est 20 ans, 15 ans avant la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on n'est pas en guerre entre l'Église et la République. On l'est 10 ans avant, on l'est 15 ans après. À ce moment-là, on ne l'est pas trop. Donc je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est que le curé, qui semble être en opposition, la première séquence est une séquence d'opposition, en fait, il est comme elle. C'est un missionnaire, elle est missionnaire de la République, il est missionnaire d'une foi différente. Il y a 30 ans, il est arrivé de Strasbourg, de Rennes ou de Beauvais, d'où vous voulez, et il est venu dans ce village, et il a fallu qu'il fasse la même chose qu'elle. Il n'y avait personne dans son église parce qu'il était un étranger. Il a fallu qu'il aille les chercher les uns après les autres pour les mettre dans l'église. Ça, il le sait. Et il sait qu'elle va vivre la même chose. Ça crée une solidarité. C'est la problématique de l'étranger, qui est une des problématiques dans le film. Quand vous voyez le personnage de Jérémy Lopez, le petit paysan pauvre, entre guillemets,
qui ont dit non mais toi t'es pas d'ici, t'es du village à 3 km d'ici, c'est la vérité, ça se passait comme ça. Mais bon, c'est magnifique comme démonstration quand vous lisez, vous dites, il y aura toujours, on sera toujours l'étranger de quelqu'un. Voilà. Donc ça me semblait ça plus intéressant. Et puis, sincèrement, je pense que quand vous êtes une femme, à ce moment-là, où il y en a très peu, qu'on envoie dans les campagnes, c'est les pires trous, puisqu'elles étaient en bas de la liste, donc on les envoie aux pires endroits. Dans des endroits où il fait moins 20 l'hiver, etc., où personne ne va les aider, puisque tout le monde les attend avec un fusil. Et la seule chose qu'on attend d'elles, en fait, c'est que ce sont des cibles sexuelles, c'est-à-dire que c'est une femme qu'elle a toute seule, il y a plein d'hommes qui sont aussi seuls, et en plus, elle a un salaire. Tout le monde veut récupérer le salaire. Donc vous dites les problèmes matériels, mais je pense que le problème matériel est clairement devant. Et puis comme je disais tout à l'heure, vous venez, on vous dit, bon alors maintenant tu vas créer l'école. Mais je vais créer, tu vas faire quoi? D'abord tu vas prendre un marteau et les clous et puis créer un endroit. Voilà. Donc vous voyez, c'est très matériel comme problématique. C'est bien beau les idées, mais il faut aussi les inscrire dans le réel. Donc ça me semblait important de le voir comme ça. Comment avez-vous recruté les enfants? Venaient-ils tous du monde rural? Et comment les avez-vous sensibilisés à la cause du film? Mis à part la petite fille, la fille de Quelbois, ce ne sont que des enfants qui n'avaient jamais tourné. Et ce ne sont que des enfants que j'ai engagés localement. Le film est construit sur 3 cercles d'acteurs. Alexandre Almy, que des acteurs de théâtre autour, même Grégory vient de la Comédie Française, donc même si aujourd'hui il fait plein de cinéma, mais c'est que des acteurs de théâtre. Je tenais à ça, pour que ce soit une sorte de mise en abîme de la problématique du film, qu'elle soit face à des gens qui ne sont pas de sa famille. Et tout autour, ce sont que des amateurs. Tous les paysans, les enfants, je voulais que ce soit des gens qui s'inscrivent graphiquement dans le film, et je n'allais pas les faire venir de Saint-Germain-des-Prés, si vous voulez. Voilà. Donc ces enfants-là, vous savez, après vous faites du casting, vous rencontrez des gens, vous passez du temps avec, en fait, c'est toujours la même chose. Et puis chez les enfants, ça va assez vite, hein, c'est binaire. Hein. C'est soit ça va du bon côté, soit c'est pas du tout du bon côté, pour des questions soit de comportement, soit de prétendra. Si un enfant qui a déjà un masque social, c'est embêtant. L'enfant, c'est sa personnalité qui est magnifique. Alors après, vous pouvez tomber sur Ernest, le petit qui a le rôle principal. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai vu la vidéo, parce qu'au début, c'est pas moi qui vois la première vague, c'est pas moi, j'ai des gens que j'envoie et qui font plein de castings sur place. Quand elle est arrivée, j'ai l'impression de voir arriver Brad Pitt, quoi. Il sort d'où ce mot? Il n'existe pas, en fait. Et puis, voilà, il est délicieux, il est tout ce que vous voulez. Et donc, mais vous rencontrez tout type d'enfants, et après vous les mettez dans une classe, et c'est une mise en abîme de la problématique là aussi. Parce que être en tournage ensemble, avec moi qui fais l'instituteur, en fait, voilà, est-ce qu'on passe un moment ensemble? Pour les garder, il faut que ce soit ludique, il faut qu'on apprenne des choses, il faut que. Voilà. Donc la mise, la problématique de l'école dont vous parlez, elle est là parce qu'ils sont assis là plutôt que jouer dans les champs. Vous voyez, eux, ils s'en foutent du salaire qu'ils vont gagner à 18 ans, je ne sais pas combien c'est, mais ils ont 125 € qu'ils auront quand ils auront 18 ans. C'est pas ça qui va changer leur vie. Ils sont là pour ce moment-là, et ils ne savent pas ce que c'est. Et ils vont vivre autre chose que ce qu'ils ont prévu, c'est sûr. Que le cinéma, quand vous le vivez, c'est pas le cinéma que vous imaginez. Donc c'est une expérience de vie, et ce qui est magique, c'est qu'au bout d'un moment, ils font partie de l'aventure. Ils font partie de l'équipe. Ça, c'est un bonheur. Je crois pas que vous avez... Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Madame. Il y a un très beau travail sur les costumes. Je me demandais où c'est que vous aviez trouvé des sources d'époque pour savoir comment les reconstituer, etc. Alors j'aimerais avoir la compétence de vous répondre. Moi, je définis des directions et je travaille avec des gens compétents. Donc en l'occurrence, c'est Madeleine Fontaine qui est chef, qui est créatrice de
costumes, qui est quelqu'un qui, comment vous dire ça, qui a des Oscars, des Césars, et tout ce que vous voulez, qui est une grande, grande, grande chef. Voilà. Donc vous savez, il y a quand même de la documentation. Sur le 19e siècle, c'est pas non plus, vous voyez, les mérovingiens, quoi. Il y a des choses. Donc après, c'est une question de goût. C'est pas une question de trouver. C'est une question, de goût, et après de faire fabriquer. Sur un film comme ça, même s'ils sont des petites économies, vous avez comme un atelier avec des couturières qui travaillent, qui créent les costumes du film. C'est pas, on loue pas ça dans un hangar où on a toujours les mêmes. On crée les costumes que vous voyez. Moi, c'est la première fois que je vis ça. C'est-à-dire, j'arrivais et j'avais des couturières qui travaillaient avec. Voilà, c'était assez joli, quoi. C'est assez cinématographique. Mais je ne peux pas être plus précis que ça, malheureusement. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je donne des gammes de couleurs. Je peux vous dire tel personnage est telle couleur, telle couleur, telle couleur, telle typologie sociale, et parfois tel matériau. Ça, je peux vous dire les chaussures, je vais vous dire quel type, est-ce qu'il porte un chapeau ou pas, est-ce que c'est une casquette ou un chapeau. Moi, je vais vous faire un tableau comme ça. Mais je ne vais pas vous dire où vous l'achetez, et après, je le vois, et puis ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Mais voilà, voilà. Rapidement, dans le film que tourné dans le Puy-de-Dôme, c'est ça? Ouais. Le langage. Dans la Haute-Loire, en fait. Un petit peu dans le Puy-de-Dôme, surtout en Haute-Loire. À un moment donné, il y a eu, je crois que c'était quand la mère était morte, ouais. Il y a eu un concert. Ouais. C'était leur langue. Une veillée, ouais. L'Occitan. C'est quelque chose que je n'avais pas écrit au début. Et quand vous faites un film sur l'éducation, sur l'école au 19e, très vite vous vous dites, mais je ne peux pas ne pas traiter du fait que le français va écraser les langues régionales. Et que c'est un des dommages collatéraux de la République. Donc j'ai eu l'idée de cette séquence de veillée, très western pour le coup, très fordienne pour les cinéphiles. Et dedans, j'ai cherché des gens qui parlaient occitan. J'ai cherché quelqu'un qui chantait en occitan. J'ai fait venir mon musicien pour qu'il compose une musique pour aller avec les chants occitans. C'est d'ailleurs lui qui joue de la... Voilà, et voilà, donc ça a permis cette inscription-là, et du coup ça me donne l'idée des enfants qui arrivent et qui parlent en occitan, et elle leur dit, à l'école on parle français, voilà. Et c'est intéressant parce que c'est né du travail sur place. Je ne l'avais pas dans mon petit bureau avec mon stylo, j'y avais pas pensé. Ah, c'est dommage. Voilà, mais... Et si vous voulez, une scène de veillée m'a semblé plus forte qu'une scène de cimetière, parce qu'on les voit moins, et que c'était les scènes de transmission, en fait. Hors la télé. Une autre question? Sinon, je me permets, durant ce silence, vous avez fait planter de ce que j'ai lu dans le dossier de presse. Hein. Oui, quand moi je travaille pas mal sur la nature, donc, et puis là j'ai une spécificité, c'est un film où il a fallu pas mal se battre pour l'obtenir. C'est un film qui se passe sur 4 saisons. Au cinéma, moi je tourne en 7 semaines de suite, donc il y a un oxymore là. Donc par exemple, si vous voulez du blé, au moment où je dis on va tourner en juin l'année prochaine, il faut que je le plante en septembre de l'année d'avant. Là, j'ai pas d'argent du tout. J'ai qu'un scénario et heureusement j'ai un producteur. Il se trouve que mon producteur est un fils d'agriculteur. Donc quand je vais lui dire oui, il faut que j'aille maintenant choisir le champ et il va falloir planter du blé maintenant. Et un blé pas de celui de la Beauce, un blé qui va ressembler à un blé 19e, etc. Donc, en effet, alors il ne vous plantez pas du coup, parce que bien entendu, le champ qui me plaît à moi, avec les petits parapets, etc., en bois, en pierre, ça fait longtemps qu'on ne met plus de blé là-dedans, c'est pour les animaux. Donc
Donc il faut que je fasse venir des machines qui sortent les cailloux, et puis je plante du blé là, et j'ai tous les paysans du coin qui me disent, vous êtes complètement con, ça ne sert à rien, il n'y aura jamais de blé ici. En tout cas, il ne sera pas bon. Et en plus, c'est versé en or, etc. Et je leur dis, mais moi, je ne vais pas le manger, le blé, je veux juste le filmer. Voilà, donc c'est rigolo. Et vous avez ça un peu, dès que vous travaillez avec l'extérieur, avec la nature. Voilà, j'ai 3 jours l'hiver de tournage. Je vous donne une anecdote parce que je l'aime bien et que elle rappelle qu'il faut être humble et s'adapter, parce que si vous prétendez dire on va faire comme ça et pas autrement, bah, vous n'y arriverez pas. Le premier jour de tournage, ce sont les séquences, le ski et quand il scie le bois là, avant la naissance du petit bébé. Je dois tourner en fait 48 heures avant de tourner, premier jour, les femmes qui ensemencent les champs. Et il y a une tempête de neige énorme. Et je dis à la directrice de production, je ne vais pas pouvoir tourner en fait. Elle me dit, mais si, il faut tourner, on n'a pas le choix, on n'a pas d'argent, il faut tourner maintenant et tout. Je dis, je ne peux pas tourner des gens qui ensemencent de la neige, ça va être ridicule. Et là, j'ai de la chance à nouveau, le ton monte et je finis par appeler le producteur à Paris, toujours fils d'agriculteur. Et je lui dis, dis-moi, ensemencer dans la neige, ça te semble une bonne idée? Donc il me dit, non, c'est pas possible. Je lui dis, je te passe ta directrice de production. Et tu lui dis, et à la fin de la conversation, je dis, on a 2 hypothèses. Soit on ne tourne pas, soit vous êtes prêts, là dans la nuit, on bouge. C'est-à-dire qu'on part, toute la caravane du cirque de cinématographie, et on fait 200 km pour aller dans le Puy de Dôme. Et parce que la neige, là, elle m'intéresse là-bas. Et ça, j'adorerais que ce soit enneigé. On arrive, je vous passe les ratraques, la nuit, les machins, pour arriver. Je ne me fais pas que des copains, hein, c'est le début du tournage. Vous dites à tout le monde, vous n'allez pas dormir, on va faire 200 bornes. Et à 3h du matin, on sera en train de crapahuter. Mais à 6h du matin, le soleil se lève. Et la scène où il coupe du bois, là, il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est la Reine des Neiges. Tout est cristallisé, toute la forêt est cristallisée. Elle est blanche. Voilà. Moi, je me suis juste déplacé. Voilà. Mais il fallait se déplacer. Et là, le cadeau, il est sublime. Quoi. Et là, du coup, ça crée une petite dynamique qui n'est pas désagréable. La pluie au cinéma, vous savez, on n'attend pas qu'il pleuve quand même. Hein. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Donc, on a des gens dans ces métiers qui viennent avec ce qu'on appelle des buses, en fait. Et quand mon cas de poids est au cimetière et prend de la pluie, pendant 1h30, il prend de la pluie sur la gueule. Soyons bien clairs. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'eau qui lui tombe dessus. C'est pas virtuel du tout. Donc, parfois, sur les plans très larges, vous avez de la pluie qui est virtuelle. Mais à chaque fois que vous avez des plans avec des acteurs en incidence, c'est de la vraie pluie, pas de la vraie pluie, c'est de l'eau en tout cas, qui sont avec plein de systèmes partout au-dessus, qui jettent de l'eau. Voilà. Donc, c'est vrai aussi pour le vent, là, il n'y en a pas énormément. Là, pour le coup, quand vous n'avez pas énormément de sous, quand il se met à venter, vous sortez une caméra et vous dites, on va filmer les arbres, ça sera peut-être utile. Amenez-moi un acteur, on va le faire courir devant. Et voilà. Les grêlons, si vous voulez, c'est des choses qu'on ne sait pas beaucoup faire. Et quand il se met à grêler, il y a un jour où il a grêlé, je peux vous dire qu'on courait après les grêlons avec nos caméras. Peut-être une dernière petite question, j'espère que ce ne sera pas trop intime. La relation qui vous lie à Grégory Gadebois. Vous savez, ce sont des rapports de confiance, des rapports aux acteurs. Moi, j'essaie de faire un cinéma où on ne m'impose pas les acteurs. Passer un certain budget économique, vous aurez toujours les mêmes acteurs. Donc, j'essaie d'être libre. Donc, quand je fais ce film et que je propose le rôle à Alexandra, je ne propose pas le rôle à Alexandra parce qu'elle est connue. Même si elle va avoir une incidence intéressante derrière, je le pose parce que je cherche une institutrice de 50 ans. Une institutrice, c'est quelqu'un qui est proche du peuple, venant du peuple, et surtout éminemment empathique. Alex, c'est ce qu'elle est.
elle a ça. On l'a ou on ne l'a pas. Elle est proche. Et l'avantage que j'ai, c'est que je vais lui proposer un rôle qu'elle n'a jamais fait. Un premier rôle en costume dramatique, elle n'a jamais fait. Donc j'arrive en ayant une proposition intéressante à faire une actrice que je ne connais pas. Mais je sais qu'en allant la voir que je ne vais pas être ridicule avec ma proposition. Bon, il se trouve qu'elle dit oui. À partir de là, l'autre incident, c'est que je fais ce que je veux sur le reste du casting. On ne va pas m'embêter. Donc mon idée de mettre que des acteurs de théâtre autour, je l'ai acheté d'une certaine manière. Et Greg, j'ai écrit pour lui parce que c'est mon 3e film. Je tourne en janvier un 4e film dont il aura le rôle principal. Vous savez, être capable, pouvoir écrire avec un acteur en tête. Vous allez avoir dans 2-3 semaines en fanfare, alors je ne crois pas que Benjamin vienne, mais Benjamin Laverne, c'est pareil, c'est des acteurs pour qui je peux écrire. Benjamin, quand j'écris le rôle du facteur, c'est à lui que je pense. Je sais qu'il ne pourra pas le faire. Mais le fait que je puisse le visualiser me sert. Et je lui dis, tiens, mais je ne vais même pas te faire lire le script, mais tu m'as bien aidé. Hein. Et donc, Gadebois, c'est magique. Bon, moi, je pense que c'est certainement le plus grand, ça ne veut rien dire, mais je pense que depuis Harry Bor, on n'a pas eu l'équivalent de Gadebois. Mais on a un lien de confiance et je peux écrire des choses. Vous allez vite comprendre, le film que je fais en janvier, il s'appelle Jean Valjean. J'écris Jean Valjean parce que j'ai Gadebois, sinon je n'écris pas. Vous voyez, si vous me dites tu dois faire, je ne sais pas, Top Gun, ben, je ne l'ai pas en France, Top Gun, l'acteur. Donc je ne vais pas l'écrire. Il faut avoir la personne qui corresponde. Donc voilà, et je ne vais pas écrire. Vous voyez, ça dépend. Donc c'est une chance inouïe, et donc ça crée une danse entre l'acteur et le metteur en scène que de ce lien de confiance où on va quelque part ensemble et on essaye de ne pas faire la même chose. Mais Alexandra, on est censé faire 2 autres films ensemble maintenant parce que j'ai découvert une actrice. Avant de tourner, je ne vous aurais jamais dit ça, je ne le savais pas. Et puis parfois c'est moins bien. Bon, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps de ne pas avoir un acteur avec qui... Vous savez, je dis toujours ça. J'écris chez moi, il y a ma famille à côté, mes enfants, etc. Je gagne ma vie à écrire et j'écris avec de l'absolu. C'est Brad Pitt et je ne sais pas qui vous aimez, Catherine Hepburn qui joue les rôles de ce que j'écris. C'est platonicien l'écriture, je suis dans l'absolu. Et puis après, je vais aller me coltiner le fait de tourner comme metteur en scène. Alors, c'est plus du tout platonicien, là, pour le coup. On est dans le réel, justement, il pleut quand il ne doit pas pleuvoir, il ne pleut pas quand il faut, etc. Il y a de la neige au mauvais endroit, les acteurs ont une rage dedans, etc. Pour avoir envie de le faire, pour y aller, et vous quittez 3, 4, 5 mois votre famille, pour le coup. Il y a intérêt à être un tout petit peu amoureux des acteurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez envie de les filmer, parce qu'ils vont apporter autre chose que ce que vous aviez dans la tête. Vous avez, vous, quelque chose, mais ils vont s'apporter eux. Et donc, ce rapport entre ce que vous aviez dans la tête et eux devient passionnant. Bon, il faut qu'ils aient quelque chose à apporter, quand même. Je ne citerai pas des noms. Combien de temps pour faire le film? Le tournage, c'est 7 semaines. Et vous savez, la fabrication d'un film, je ne parle pas du scénario, et je ne parle pas du financement du film. C'est 1 an. Un film comme ça, c'est 1 an. C'est entre 4 et 5 mois à le préparer. C'est 7 semaines à le tourner et 5 mois à le finir, les fictions, le montage, le mixage, etc. C'est vraiment le cinéma, c'est comme je dis toujours comme les commandos dans l'armée. C'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, tout est minuté à la seconde, donc il n'y a plus le temps, tout va très très vite. Mais c'est avant qu'il faut être prêt, qu'il faut bien travailler. Merci. Et l'écriture? L'écriture, il n'y a pas. Je parlais de ça tout à l'heure. J'ai écrit un film qui s'appelle L'Empereur de Paris. Il s'est fait 25 ans après que je le tourne, que je l'écrive. Je l'ai écrit, ça devait être Gérard Depardieu qui le tourne il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, j'étais tout jeune, et
Et ça a été Vincent Cassel qui l'a joué 25 ans plus tard. Donc, vous voyez, les processus d'écriture sont mystérieux. Mais l'écriture elle-même, moi j'écris beaucoup, c'est ma névrose, donc j'écris tous les jours de l'année, quoi qu'il arrive, week-end, vacances, etc. Je me lève très tôt et j'écris. Et parce que j'écris aussi pour les autres. Donc j'écris vite. Mais j'écris vite, ça ne veut rien dire. Même si, imaginons que j'écrive très vite un scénario, ça m'est arrivé, le film que j'avais fait avant, qui est né du Covid, les choses simples, je l'ai écrit en un mois, parce que c'est une réaction épidermique à la situation du Covid. Mais il n'empêche que le processus d'écriture, il dure un an. Vous l'écrivez, il dure toujours un an. Parce que le cinéma, c'est pas la littérature. Vous allez écrire quelque chose et puis vous allez entrer dans une interaction avec plein de monde. Et qui vont vous dire et ceci et cela et machin. Et donc, dans le métier de scénariste, il y a la prise en compte de points de vue tiers et de réalité aussi, tout bêtement. Vous écrivez La charge des éléphants et puis ça finit avec 2 ânes. Donc, il faut vous adapter un peu, la séquence ne peut pas être la même. Vous voyez, vous avez toute cette, on va dire un an, c'est une bonne jauge, quel que soit je parle pas du temps où vous écrivez la nuit, je parle entre la page toute blanche et le moment où vous avez un scénario qui peut vraiment partir en financement. Alors on va dire ça comme ça. Et je vous dis, parfois ça dure 25 ans, et j'en ai un ou deux que j'ai écrit il y a 30 ans, j'espère qu'ils se feront dans 10. On n'en doute pas en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être vous remercier de cette venue, de là, de vous applaudir très fort. Merci de ce super film, vous souhaitez vraiment longue vie avec ça. Moi j'ai une question, il y a des profs dans la salle? Est-ce qu'il y a des profs? C'est toujours pareil, ils sont toujours au fond. Voilà. Merci à vous aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est là. Bonne soirée.